Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Nathalie Kosciusko-Morizet, victime d'une agression à Paris. La candidate LR aux législatives a perdu connaissance ce matin. Elle a été prise à partie par un passant. Son adversaire, le macroniste Gilles Legendre, a suspendu sa campagne. Les réactions au Sénat dans un instant. À 4 jours du second tour, faut-il s'attendre à un véritable raz-de-marée de la République en marche ou à un rééquilibrage en faveur des autres partis? Selon un sondage, 61% des Français souhaitent rectifier le résultat dimanche prochain. Le débat est à suivre. Et cette vague violette annoncée va-t-elle s'arrêter aux portes du Palais Bourbon? Un groupe en marche pourrait voir le jour au Sénat et modifier la composition politique au sein de la Haute Assemblée. Les explications dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, #politique 360. Pour m'accompagner ce soir, Saveria Rojek, en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, NKM, victime d'une agression. Ce matin, la candidate LR était en train de distribuer des tracts sur un marché du 5e arrondissement de la capitale quand elle a été prise à partie avant de faire un malaise et de perdre connaissance. Hospitalisée, elle a reçu de nombreux soutiens de tous bords. Stéphane Amalian. Nathalie Kosciusko-Morizet a perdu connaissance ce matin pendant une dizaine de minutes après avoir été agressée par un homme pendant une distribution de tracts sur un marché du 5e arrondissement de Paris. J'ai vu un passant, un homme d'une cinquantaine d'années qui manifestement avait l'air assez énervé. Ce que j'ai vu, c'est NKM qui brandit ses tracts, l'agresseur qui lui arrache des mains et lui renvoie d'un mouvement, d'un revers de la main vers son visage à elle. Elle se protège, elle met sa main comme ça pour se protéger et les tracts heurtant sa main, elle prend sa main dans la figure et ensuite elle s'effondre. Les pompiers sont intervenus et l'ont conduite à l'hôpital Cochin. La candidate a été hospitalisée et a reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe. Son adversaire pour les législatives, Gilles Legendre, a annoncé la suspension de sa campagne et des personnalités politiques de tous bords ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux, notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, ou les sénateurs David Assouline ou Jean-Claude Gaudin. Et premier invité de notre multiplex, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Bonjour, Roger Karoutchi. Avant de parler bien sûr de la campagne, de ce second tour dimanche, un mot, une réaction après cette agression de Nathalie Kosciusko-Morizet ce matin. Est-ce que vous êtes bien évidemment choqué? Choqué et malheureusement pas étonné. Parce que le ton monte depuis plusieurs semaines, parce que des incidents se produisent sur tous les marchés. Dans mon département des Hauts-de-Seine, on a souvent des agressions verbales, physiques, des envois de tracts, des gens violents. On a un peu le sentiment que la démocratie, c'est fatigant. Et c'est irrespirable pour certains. Parce que la démocratie, c'est le respect. C'est le fait qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, on se respecte. On vote pour ce qu'on veut, mais on respecte les gens qui ont d'autres opinions. Eh bien, c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent en ce moment, et j'imagine que c'est pareil pour les autres grands partis, d'être interpellé, d'être agressé verbalement ou physiquement sur les marchés. C'est absolument invraisemblable qu'un homme que je ne connais pas, enfin peu importe, puisse comme ça provoquer, agresser Nathalie sur un marché. Ça en dit long sur l'état de décrépitude et de l'opinion et de la démocratie. Justement, est-ce que c'est la question que j'allais vous poser, est-ce que ce type d'agression n'est pas aussi symptomatique d'une campagne qui a été particulièrement violente, délétère? Est-ce que ça vous inquiète d'ailleurs tout ce climat agressif, délétère vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des médias? On l'a vu. Tout ce qui est public est rejeté. Et malheureusement, le dégagisme, comme on dit maintenant, formule absolument invraisemblable, que ça veut dire le dégagisme. Tous les candidats ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même histoire, n'ont pas le même parcours, n'ont pas les mêmes orientations politiques, donc tout ça est absurde. Mais le dégagisme est passé des personnes aux formations, des formations à un ensemble confus. Et on voit bien aujourd'hui que ça a les conséquences de violence, de manque de respect, de totale intolérance. Jusqu'où ça va aller? Heureusement que la campagne électorale se termine, parce que je pense encore 15 jours, et il fallait faire protéger les tractages par la police. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout ce qui est public est rejeté? Tout ce qui est système? Tout ce qui est... vous savez, on a dit, depuis une dizaine d'années, on a dit les églises, l'école, les politiques,
les journalistes, les juges, tout ça est quelque part, oh là là, bon. Dans la période évidemment très électorale que nous venons de vivre, primaire, présidentielle, législative, c'est le monde politique qui est le premier visé, puisque c'est lui qui est au cœur de l'actualité. Mais c'est extrêmement lourd et difficile pour la démocratie. Moi, quand j'entends dire, y compris par certains membres du gouvernement d'aujourd'hui, la vieille politique et la nouvelle politique, ça n'a pas de sens. Les candidats d'En Marche qui seront élus demain seront des hommes politiques, seront des députés. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et ils vont faire quoi? Ils font de la politique. Ou alors, c'est qu'ils se sont trompés de campagne et d'élection. Mais on peut dire qu'il faut des alternances. On peut vouloir des programmes différents, on peut vouloir des projets différents. Mais mettre en cause des blocs comme ça, de manière générale, à rejeter, à jeter en pâture à l'opinion, c'est terrible parce qu'on a connu ça dans des périodes beaucoup plus sombres. Très rapidement, dimanche, tout donne à penser qu'En Marche, bien sûr, va obtenir une très large majorité, majorité absolue. Quel sera le poids de l'opposition face à cette majorité écrasante? Ça dépend. Moi, j'entends, je vois des sondages qui disent « Ah, il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent d'une majorité hégémonique et qui se disent peut-être qu'il faudrait rééquilibrer. » Moi, j'appelle d'ailleurs les Français de droite et du centre qui se sont abstenus à aller voter. Rééquilibrer, c'est entre vos mains que sont les rééquilibrages et les votes. Et puis on verra dimanche soir. S'il y a des groupes conséquents dans l'opposition, l'opposition pourra amender, faire changer les textes, faire évoluer les lois. Si évidemment la majorité est tellement hégémonique qu'on ne peut pas faire grand-chose, ce sera des témoignages. Merci. Merci Roger Carucci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria. La vague Macron en passe de tout emporter sur son passage. Arrivée largement en tête au premier tour des législatives, elle s'est engouffrée dans certains bastions réputés imprenables à droite. C'est le cas du 16e arrondissement de Paris où le sortant Claude Goasguen est en ballottage défavorable. Reportage de Cécile Sixou. Des militants En Marche qui tractent à côté des militants LR. Dans ce bastion de la droite, on n'avait pas pensé à ce scénario de second tour. Normalement ici, c'est une formalité. Claude Goasguen gagne toujours dès le premier tour. Mais dimanche dernier, surprise, la candidate En Marche l'a devancée. Oui, j'ai été surprise, ouais, j'avoue. Non, je vous l'avoue très humblement, j'ai été surprise de 6 points d'écart. Mais en même temps, je vous dis, j'avais senti quand même une poussée en faveur de Macron sur le terrain. Et puis elle s'est constatée partout. Bonjour. Du coup, la promenade de santé se transforme en course de fond pour le candidat LR. Votez, mais faites voter, parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas voté. Il faut voter. Hein. Mais ça passera, vous verrez. Vous n'oubliez pas de voter, hein. Deuxième tour. Toujours pour vous. Depuis lundi, tous les jours, il mouille la chemise. Aujourd'hui, sur le marché Porte de Saint-Cloud. Les gens, d'ailleurs, ils ont eu le sentiment que c'était fait. Et donc sont partis en congé, en vacances. Le week-end, l'autoroute était pleine. 32 000 électeurs en moins, qui avaient pris des habitudes de luxe. Premier tour, hop, ça passe. Et là, deuxième tour, on va chercher les voix. C'est pas... Ça, je dirais que ça m'a réveillé, moi, et c'est plutôt salutaire. C'est vrai, hein? On s'endort dans la facilité. Et cet arrondissement, je le connais parfaitement. Je me suis dit, bon, allez, maintenant on y va. J'aurais pu rester dans ma mairie, tranquille, on y va. Un sprint final observé par la candidate En Marche Valérie Bougaud-Delage sur le terrain depuis plusieurs mois. C'est sûr qu'on a vu sortir beaucoup plus M. Goasguen et ses équipes de militants depuis cette semaine. Ils étaient beaucoup moins là sur le terrain. Donc effectivement, eux, ils sont là sur le terrain, mais nous aussi. Et puis, on croit savoir qu'il active un certain nombre de réseaux. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, rien n'est jamais gagné. Rien n'est jamais gagné, même si la candidate profite de l'abstention, des batailles intestines à droite et de la volonté de dégagisme. Elle sait que dimanche, la partie risque d'être plus serrée. Et autre bastion à être tombé, cette fois à gauche, le Nord. Cette terre socialiste a elle aussi été balayée par l'effet Macron, laissant des militants désemparés. Quentin Calmy. Aude Leduc, qui était une jeune candidate dans la 5e circonscription du Nord. Et puis Audrey Linkenheld, qui était une députée socialiste sortante. Dans l'entrée de la Fédération socialiste, les affiches et les tracts des candidats s'entassent, comme des vestiges de la bataille politique perdue il y a quelques jours. Du jamais vu dans ce bastion du socialisme, pour les militants, le coup est dur à encaisser.
On avait 8 députés socialistes dans le Nord. Voilà, donc là pour la prochaine mandature, malheureusement, nous n'en aurons plus. On avait des députés qui avaient fait du bon travail, qui avaient été présents à l'Assemblée nationale, présents sur le terrain aux côtés de leurs concitoyens. Donc c'est vrai que c'est un peu triste. Salut, salut. Salut. La tristesse, c'est le sentiment qui domine chez ces jeunes militants. Régulièrement, ils se retrouvent pour discuter de la situation politique. Première étape pour eux, réaliser ce qui se joue pour le Parti socialiste. Le résultat de La République en marche nous invite, et même nous oblige plus exactement, à nous réinventer, à nous refonder. Et donc c'est vraiment le prochain chantier que nous allons devoir ouvrir collectivement pour arriver à faire un nouveau mouvement autour du Parti socialiste. On doit vraiment réenvisager notre manière de s'adresser aux Français, aux habitants de notre territoire, notamment du bassin minier, du Nord-Pas-de-Calais, et même au-delà. Et je crois que c'est justement ça aujourd'hui, c'est sur ça qu'on doit se focaliser. Un raz-de-marée en marche dans le Nord, quand le PS en 6e position ne réalise que 5% des suffrages. En fait, c'est une start-up. L'Assemblée nationale est une nouvelle start-up, c'est hallucinant. Une situation qui laisse à ses militants un goût amer. Un sentiment particulier d'injustice, moi je dois le dire. Véritablement, dans ce département, les candidats du renouvellement, c'était les nôtres, et également dans Pas-de-Calais d'ailleurs. Les candidats jeunes, les candidats issus de la diversité, issus de tous les milieux, de toutes les catégories sociales, venaient du Parti socialiste. Je crois qu'on avait entendu le message du renouvellement dans cette élection. Des socialistes qui se donnent 2 ans jusqu'aux prochaines élections pour reconstruire leur parti. Le Nord, territoire lié depuis plus d'1 siècle à l'histoire de la gauche. C'est tous des très grands élus. Alors, moi j'ai connu Augustin Laurent. Au conseil départemental, les figures historiques rappellent ce passé. Là, ce mur, là, c'est typique, mais ça rappelle l'ancrage à gauche de cette terre habituellement. Tout à fait, tout à fait. Et ancrage qui est maintenant un ancrage voilà, qui a été mis en difficulté, notamment depuis dimanche dernier. Nous n'aurons plus de députés estampillés socialistes dans le Nord, c'est une première historique, hein, très clairement. Et en même temps, je sens une volonté chez les militants de dire, mais voilà, nos idées sont encore là, la social-démocratie a encore du sens. Patrick Kanner qui plaide pour que le Nord devienne une terre d'expérience, un laboratoire de la reconstruction du PS, mais avec une crainte, voir les querelles entre les figures locales du parti affaiblir encore davantage la fédération socialiste. Selon un sondage, plus de 6 Français sur 10 souhaitent que les résultats du premier tour des législatives soient rectifiés dimanche. Leur inquiétude, la majorité trop importante qui se dessine pour La République en marche. Explication, Héloïse Grégoire. À l'Assemblée nationale, la vague d'En Marche pourrait-elle s'essouffler? Selon un sondage ELAB, 61% des sondés souhaitent une majorité moins forte qu'attendue pour le parti d'Emmanuel Macron. La présence de plus de 400 députés En Marche ou Modem inquiéterait même 53% des Français. Mais certaines polémiques pourraient rééquilibrer les bancs du Palais Bourbon en faveur de l'opposition. Dans son édition du jour, le Parisien passe au crible des candidats d'En Marche mis en cause moralement, voire judiciairement. D'autres candidats investis par le parti d'Emmanuel Macron ont peur des débats et quand ils acceptent, ils apparaissent inexpérimentés. J'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Guillemot. Je voulais m'investir et participer activement. Voilà. Je voulais participer et il se trouve effectivement... Autre couac d'entre-deux tours, la passe d'armes entre Édouard Philippe et François Bayrou, après le coup de fil du garde des Sceaux à Radio France sur les affaires du Modem. Le ton est monté entre les deux hommes malgré l'entente affichée. Il y a eu un échange entre le Premier ministre et le garde des Sceaux. Aujourd'hui, la situation est, à mon sens, totalement pacifiée. Il n'y a pas de tension particulière à l'heure qu'il est. L'inexpérience des candidats ou encore l'affaire Bayrou sont des couacs qui pourraient faire perdre quelques sièges à la majorité dimanche prochain. Et pour analyser cette campagne d'entre-deux tours des législatives, mes invités sur ce plateau, Jannick Halimi, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Merci d'être avec nous. J'accueille également Stéphane Zumsteg. Bonsoir. Vous êtes directeur du département politique et opinion à l'Institut Ipsos. Sur ce plateau également ce soir, Tristan Kinomo-Poil. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jean Bertolus. Bonsoir. Journaliste politique à l'Opinion. Un mot d'abord peut-être avec vous, Jannick Halimi, sur ce contexte aussi, cette agression de Nathalie Kosciusko-Morizet. On entendait
Roger Carucci tout à l'heure à notre micro dire finalement qu'il n'était pas choqué mais pas étonné. Cela témoigne aussi de l'état, dit-il, de décrépitude de la démocratie et de l'opinion. Écoutez, c'était une violence, un contexte de violence, vous vous souvenez, qui nous avait tous étonnés pendant la campagne, avec notamment l'affaire Fillon, mais pas que, quoi. Il y avait une tension très particulière. On avait pensé comme une sorte de voile bienfaisant et bienveillant qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron à droite et à gauche, en même temps que tout d'un coup la France allait faire unité, voire fusion. Bon, il ne faut pas non plus faire de ce cas malheureux que tout le monde a regretté, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par tous l'éventail des partis politiques, bien sûr, qu'ils ont regretté. Et tout le monde a souhaité un prompt rétablissement à Nathalie Morizet. Il ne faut pas non plus transformer cette après-élection ou cet entre-deux tours en une bataille rangée, en un terrain de violence nationale. Il faut là aussi garder la mesure. C'est évidemment regrettable, mais voilà, le jeu démocratique va reprendre dimanche prochain. Enfin, continue plutôt, pardon. Qu'est-ce que ça dit de cette campagne, cette agression, selon vous? Bien sûr, c'est vraiment tout à fait regrettable. C'est vraiment un geste totalement antidémocratique contre l'essence même de la démocratie, qui est un débat, qui est un affrontement sans violence. Ça témoigne déjà d'une très très longue séquence présidentielle, très très longue séquence politique. Mais Yannick Halimi a raison de le rappeler, il y a déjà eu des faits, et notamment on se souvient aussi de la claque contre le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Manuel Valls en Bretagne. Ce qui est vrai, c'est que ça témoigne, si vous voulez, c'est des cas très isolés, très extrêmes, de quelque chose qui est plus vaste dans l'opinion, qui se traduit aussi par le succès d'En Marche, qui est une certaine forme de dégagisme. Les gens veulent absolument voir autre chose, et certains traduisent cette autre chose d'une façon totalement inappropriée. Tristan Quinault-Monpoil sur cette agression. On le voit aussi parfois chez les militants, dans les meetings. Les journalistes qui ont couvert les campagnes de certains candidats ont pu constater que parfois ils étaient sévèrement jugés dans les mots, parfois dans les gestes. On voit aussi, vous l'avez rappelé, que ça fait 1 an qu'on est en campagne. Les primaires, la campagne présidentielle, la campagne législative. Donc c'est une séquence où un peu tout le monde n'en peut plus. Et puis il y a des mots. Henri Guénaud, par exemple, qui dit que son électorat est à vomir. Ça peut crisper certains électeurs. C'est un peu tous pourris. Voilà. Il y a une défiance aussi entre les politiques et les citoyens, entre ceux qui ne votent pas. Le taux d'abstention aussi qui est assez important. C'est un élément qu'il faut prendre aussi en compte. Donc il y a un contexte de ras-le-bol, d'épuisement général. La politique commence un peu à saturer tout le monde. Et vivement que ça se termine peut-être là. Il est temps que ça s'arrête. Alors justement, Stéphane Azumsteg, que disent les dernières intentions de vote? On évoquait ce possible rééquilibrage. On a beaucoup parlé de cette majorité absolue qui s'annonce pour La République En Marche. Est-ce qu'elle est aussi sûre à 4 jours du second tour? Dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener, il y a ce phénomène d'amplification entre la présidentielle et la législative qui a été constaté au premier tour, mais rien n'indique que ça devrait évoluer dans un sens différent dans les quelques jours qui restent et dans cette semaine. Bien au contraire, quand on regarde, on s'oriente véritablement vers un raz-de-marée qui sera à minima aussi important que ce qu'on a pu estimer au soir du premier tour. Là encore, il y a les sondages, il y a aussi l'historique électoral des circonscriptions de ces 577 élections locales. Quand on le regarde, on imagine mal comment La République En Marche et le MoDem ne pourraient pas obtenir, on va dire, aux alentours de 450, peut-être même un peu plus de députés. Il n'y a aucun élément qui montre une inflexion particulière. Votre reportage le disait tout à l'heure, il y a une majorité de Français qui semble se révéler inquiète à l'égard d'une majorité absolue. Peut-être que ce sont les Français, mais ce qu'il faut voir, c'est les Français qui vont voter. L'abstention a atteint évidemment un niveau record. Plus de la moitié des Français ne sont pas allés voter. Est-ce que les électeurs vont entendre les différents appels à la mobilisation des candidats dans cet entre-deux tours? Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un sursaut démocratique dimanche prochain? C'est très compliqué de répondre évidemment à cette question, mais il y a un élément qui à mon avis, ne milite pas dans le sens d'une mobilisation, c'est qu'il y a sur 577 circonscriptions, 576 duels. Donc quelque part, il y a toute une partie de l'électorat, les gens qui ont voté pour la France Insoumise, pour parfois le Front National, la droite, le PS, peu importe, mais qui se retrouvent
dans une circonscription où leur parti ou leur candidat a été éliminé. Ce n'est pas un élément qui est de nature à susciter une participation importante. Donc moi, je pense que s'il fallait faire un pari, l'abstention sera encore un peu plus importante qu'au premier tour. Alors, Tristan Guillemot-Paul et ensuite, oui. Peut être un peu moins important. Après, dans certaines circonscriptions, notamment dans les fiefs de droite où ceux qui étaient d'habitude élus dès le premier tour, et du coup des électeurs qui se sont dit que c'était peut-être pas la peine, qu'ils avaient justement un peu ras-le-bol de ce contexte général, qui ne se sont pas déplacés, là ils sont peut-être un peu piqués au vif, peut-être qu'il peut y avoir un petit surplus de mobilisation chez ces électeurs. Après, effectivement, les insoumis, par exemple, qui ne voient pas leur candidat qualifié, et pourtant ils ont fait un score assez important, peut-être qu'ils ne vont pas aller voter. Ouais. Par exemple, dans le 18e arrondissement de Paris, il y a presque un tiers d'électeurs qui ont voté soit pour les communistes, soit pour les insoumis. Est-ce qu'ils vont aller départager 2 macronistes? C'est pas sûr. Ou inversement, Patrick Menucci éliminé, qui ne donne pas de consigne de vote face à Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Jannick Halimi, on voyait ces différents couacs qui ont émaillé la semaine avec l'inexpérience de certains candidats dans des débats télévisés. Il y a aussi ces affaires qui touchent François Bayrou et le MoDem. Est-ce que ce sont des éléments de nature à infléchir un petit peu le scrutin de dimanche, selon vous? Qui sait, mais je pense que non. Ça aurait déjà été le cas sur le premier tour. Quand même, les affaires il y a eu ce sentiment d'abord de surprise, puis d'accumulation des affaires avec l'affaire Ferrand, puis l'affaire des assistants parlementaires de Sarnez et Muriel de Sarnez et du MoDem. Qui ont déjà eu lieu auparavant, avant le premier tour. Donc s'il y avait eu véritablement un impact, en plus ça a eu le temps de macérer, comme on dit, il aurait eu lieu dès le premier tour. Donc là, je ne pense pas que ce qu'on peut espérer, en tout cas les queues de comète, en tout cas les suites données dans la presse en tout cas aux affaires du MoDem, notamment, puissent infléchir véritablement. Non, le seul élément qui puisse infléchir, mais on en a déjà parlé, ce serait une mobilisation massive. Mais vu le peu de triangulaires, effectivement, cette mobilisation qui aurait pu être en faveur, en général aurait été en faveur du FN ou de la France Insoumise, peut-être du Parti Socialiste, n'a pas lieu de s'exprimer. Donc je pense qu'effectivement la messe n'est pas dite, mais on est près de la fin, quoi. Près de la clap de fin. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, enfin en tout cas leur parti, ont reculé de plus de 4 millions de voix entre le premier tour de l'élection présidentielle et le premier tour de l'élection législative. Donc la démobilisation, elle a déjà eu lieu. Et on a du mal à imaginer comment des gens qui finalement n'ont pas fait l'effort de continuer à soutenir leur parti favori le feraient sans motif particulier, sans quoi plus important que ceux auxquels on a pu assister ces derniers jours. Jean-Jérôme Bertolus, sur cet aspect d'hégémonie qui peut aussi peut-être faire peur aux Français, qui peuvent se dire finalement on va peut-être atténuer cet effet d'hégémonie qui s'annonce au Parlement. Je ne pense pas que ça aille jusqu'à atténuer dans les urnes cet effet massif qu'on va voir à l'Assemblée nationale, parce que je pense que le maître mot de cette élection législative, c'est on va lui donner sa chance. En plus, il faut bien voir que c'est vrai que la commission d'investiture d'En Marche a pris des personnalités parfois implantées, mais a pris aussi des parfaits inconnus dans les circonscriptions. Mais c'est le cas aussi dans certaines circonscriptions parisiennes, où il y a allusion effectivement à quand même une certaine relative surprise dans des bastions de la droite, avec des députés LR qui sont vraiment très... Vous voyez, Claude Goasguen, justement. Claude Goasguen, oui, bien sûr. Et puis on peut penser à M. Lamour, à M. Goujon, vraiment des personnalités très très enracinées. Certains faisaient face à des personnalités eux-mêmes relativement enracinées, d'autres faisaient face à des véritables inconnus. Donc, si vous voulez, la ligne de force de cette élection, c'est qu'on vote pour des étiquettes. On ne vote pas pour des personnalités. Il n'y a plus de carte électorale, d'ailleurs, ce qui est intéressant. Donc, je pense que, oui, les Français sont très interrogatifs par rapport à cette majorité importante, voire écrasante qu'il va y avoir. Ça n'est pas ça qui va être un facteur déclenchant de mobilisation. Tristan Guillemot-Paul sur ce point. C'est vrai que ça, on fait peut-être un mauvais procès de voir Emmanuel Macron arriver avec cette majorité absolue à l'Assemblée. C'est un petit peu de la mauvaise foi, selon vous, de dire attention, ça peut aussi faire peur, cette hégémonie? Je crois que tout le monde, en fait, effectivement, a admis que Emmanuel Macron allait avoir une majorité assez écrasante. Le risque, c'est qu'il y ait un autre tour, c'est dans la rue, en fait. On commence à parler un peu de la loi travail, de la réforme du code du travail, avec des ordonnances. Est-ce que ça va crisper des électeurs? Est-ce que ça va les amener dans la rue? Est-ce que ça peut être violent? On a parlé de violence en début d'émission, ça c'est un risque, c'est une possibilité. Le fait qu'il y ait un regain de mobilisation au second tour
Ça me paraît difficile. C'est la suite surtout qu'il faudra regarder. Ça va aussi interroger sur la place, questionner sur la place de l'opposition, Janine Calime. Certainement, d'autant plus qu'elle est très éclatée. C'est ça qui fait en fait la véritable différence avec les législatures et les mandatures précédentes, parce que à quelques dizaines de sièges près, et le régime de la Ve République et la plupart, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la plupart des présidents nouvellement élus ont eu cette majorité absolue avec des centristes en général, ou alors le Parti communiste pour le Parti socialiste lorsqu'il a été au pouvoir. Donc ça n'est finalement, ça n'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps, et à peine quelques mois, il y avait une opposition ou des oppositions relativement massives et structurées, à droite ou à gauche. Enfin là, c'était à droite du temps de Hollande. Voilà. Là, cette année, le Front National n'aura peut-être pas de groupe. Les Insoumis auront peut-être quelques députés avec le Parti communiste, voilà, et surtout le Parti républicain qui aurait pu être l'opposition officielle et logique, et encore, je dis, qu'est-ce qui est logique aujourd'hui? Ce qui est logique aujourd'hui, je ne sais pas, ou le Parti socialiste également, il ne faut pas l'oublier, qui aurait pu être deux forces d'opposition, une à droite ou une à gauche. Le Parti socialiste va avoir entre 30 et 55 députés, et les LR vont peut-être avoir plusieurs groupes à l'Assemblée, puisqu'ils sont un peu fracturés. Donc c'est ça qui fait problème à eux de s'organiser et de faire entendre leur voix d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi le jeu des commissions, des présidences de commission, etc. Ils vont pouvoir se faire entendre dans ce cadre-là, plutôt peut-être qu'en séance publique. Pour effectivement continuer le propos de Janine Calime, ce qui va être très intéressant, c'est on rentre vraiment dans une terre inconnue en politique. C'est ça qui est à la fois très intéressant et un petit peu vertigineux. Et pour deux raisons. D'une part, effectivement, on va avoir ces 430, 450 députés d'En Marche. Je ne fais pas un pronostic. Les sondages nous donnent ça. Parmi eux, 25 députés sortants seulement, sans doute plus qui ont de l'expérience, mais quand même beaucoup qui n'ont aucune expérience. On l'a vu d'ailleurs dans votre reportage. Donc il va falloir trouver des responsables de commission, et pas seulement des présidents de commission, des vice-présidents, et pas seulement des vice-présidents, des personnalités qui représentent En Marche au sein de ces commissions, des questeurs, des vice-présidents. Donc là, on va assister à un phénomène assez intéressant. Mais en face, évidemment, les groupes vont être très restreints. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant pour l'opposition, quelle qu'elle soit, de droite, de gauche, voire même d'extrême droite, c'est que c'est non seulement la faiblesse de la représentation parlementaire qui est aujourd'hui en cause, mais le fait même que les partis ont un problème, chacun idéologique, que les partis, c'est-à-dire qu'on ne pourra même pas avoir des partis qui, en dehors de l'Assemblée, jouent le rôle d'opposants, car aujourd'hui, les partis eux-mêmes, dans leur base politique, sont extrêmement fragilisés. Et vous parliez effectivement de la rue. Les syndicats, on l'a bien noté jusqu'à présent, sont relativement prudents sur la réforme de la loi travail. On n'a pas encore attaqué le cœur, mais les syndicats eux-mêmes ne sont pas porteurs, et surtout après les mouvements contre la loi El Khomri vont être très prudents. Donc c'est pour ça qu'on arrive dans une terre inconnue, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une opposition. Comment elle va se manifester? Aujourd'hui, c'est la question. Elle est à inventer. Stéphane Zumseg, on parlait aussi de cet aspect étiquette. Est-ce que ça a compté dans les motivations des électeurs, dans ce que vous avez pu observer? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit au travers des résultats. Que quand un parfait ou une parfaite inconnue est en tête au premier tour, c'est bien que c'est l'étiquette qui a joué le plus. D'ailleurs, c'était intéressant dans les différentes enquêtes qu'on a pu mener. On mettait en concurrence l'étiquette, le programme, l'honnêteté, l'image de la personnalité. Bon. Grande nouveauté, c'est les Français que nous interrogions nous disaient qu'ils accorderaient une importance particulière à l'honnêteté, ou en tout cas à la réputation des candidats. Et on a eu des Français qui sont allés chercher sur Internet finalement ce qu'on disait, ce qu'avaient fait les candidats, même quand ils étaient parfaitement inconnus. Mais l'étiquette, elle a joué plus que d'habitude. Avant ce scrutin, on s'attendait évidemment à une bérisina pour le Parti socialiste, voire à un effacement. C'est ce à quoi on va assister dimanche prochain. Malgré tout, je me souviens très bien, dans les analyses, dans les discussions qu'on pouvait avoir avec notamment les hommes politiques, ils nous disaient
très bien. Mais là, il y a des sortants, ils sont implantés depuis 10, 20, 30 ans. Il y aura une équation personnelle. Cette équation personnelle n'a absolument pas joué. Quel que soit le talent, quel que soit l'enracinement de ces députés, ils ont été balayés. Certains, peut-être à raison parce qu'ils étaient là depuis trop longtemps, mais d'autres avaient fait un très bon travail, ils ont été effacés. Et c'est la même chose aussi à droite. La droite va sauver quelques dizaines de sièges, peut-être qu'elle frôlera les 100 sièges, mais malgré tout, l'étiquette n'a pas suffi, y compris dans les bastions de droite. Regardez ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine, regardez ce qui s'est passé dans l'Est de la France. Ces gens-là qui étaient persuadés d'avoir des circonscriptions à vie, eh bien on fait entre 10 et 20% au premier tour. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, la mécanique et la dynamique Macron, pour faire vite, ça, il n'y a pas de doute. Il y a quand même un petit bémol, ou en tout cas un petit degré, une autre explication aussi à donner, c'est que les autres partis également, au-delà d'En Marche, qui avaient ses propres nouveaux candidats par nature, presque, même s'il y avait des députés socialistes, notamment, qui avaient rejoint le mouvement, à cause de la loi sur le non-cumul des mandats, il y avait énormément aussi de nouvelles têtes chez les LR, chez les socialistes, je ne parle même pas évidemment de France Insoumise, mais enfin c'est chez ces deux partis-là. Donc il y a aussi l'effet étiquette qui a été redoublé, puisqu'il y avait moins, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais je crois que les LR, me semble-t-il, avaient 60% de candidats non sortants, enfin nouveaux. Oui, c'est à peu près la même proportion à mon avis au Parti Socialiste. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui est vrai, c'est que les députés, par exemple, qui étaient moqués d'ailleurs, enfin, ou tout cas désignés du doigt, comme je pense à Michel Destot, l'ex-maire de Grenoble, qui espérait un 5e mandat, comme Gérard Bapt, comme Patrick Menucci à Marseille, qui lui pensait presque être le seul député socialiste de Nice à Montpellier, des véritables personnalités dans leur circonscription, elles ont été balayées. Alors pourquoi aussi elles ont été balayées ? Elles ont été balayées par la dynamique d'En Marche, mais elles ont été balayées simplement parce que les électeurs assistaient, que ce soit chez LR ou que ce soit au Parti Socialiste, au débat de la campagne qui était est-ce qu'on est dans l'opposition ou est-ce qu'on, enfin, dans l'opposition ferme ou dans l'opposition constructive. Ce qui n'est, en fait, il n'y a pas eu de campagne. Ouais. Voilà, il n'y a jamais eu de campagne dynamique de la part de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'opposition. C'est-à-dire qu'En Marche a fait exploser tout ça. On le répète maintenant, effectivement, plus personne ne savait s'il votait pour l'opposition, sauf peut-être les électeurs de la France Insoumise et du Front National, évidemment, mais plus personne ne savait véritablement s'il votait pour quelqu'un de l'opposition ou de la future majorité. Alors justement, puisqu'on parle de l'opposition, est-ce qu'elle va pouvoir jouer le rôle de contre-pouvoir ? Élément de réponse avec Flora Sauvage. C'est le Graal de toute élection législative. À partir de 289 députés, un groupe est assuré d'avoir la majorité absolue. Avec des prévisions annoncées autour de 400 députés pour La République En Marche, quelle place restera-t-il pour l'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale ? La droite, qui a essuyé une défaite cuisante au premier tour des législatives avec 20% des voix, met en garde contre la majorité absolue. S'il n'y a plus d'opposition, c'est la démocratie qui est en danger. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est concrètement, à l'Assemblée nationale, tout est proportionnel. Si nous n'avons pas 60 députés, on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Je me dis, mais il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de députés LR. Monsieur Macron, il aura sa majorité. Hormis la majorité absolue, pour exister à l'Assemblée nationale, on peut, à partir de 15 membres, constituer un groupe parlementaire. Il donne droit à un secrétariat administratif, à un temps de parole sanctuarisé pour les débats et à une place acquise à la conférence des présidents qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée. L'opposition existera et elle disposera des droits qui lui sont attribués par le règlement de l'Assemblée nationale, à savoir poser au moins la moitié des questions d'actualité, avoir un droit de tirage pour créer des commissions d'enquête, etc. Le seul problème, c'est qu'elle va manquer d'hommes et de femmes pour pouvoir exercer ces droits, puisqu'ils seront assez réduits, donc ils vont devoir travailler davantage. Pour provoquer la chute du gouvernement ou empêcher l'adoption d'un texte, il faut 58 députés afin de déposer une motion de censure. Et pour saisir le Conseil constitutionnel, le seuil s'élève à 60 députés. L'objectif dimanche, pour ces futurs membres de l'opposition, est d'atteindre un maximum de sièges afin d'utiliser tous les outils à leur disposition. Tristan Quineau-Maupoil, ça va être compliqué pour l'opposition de jouer réellement son rôle de contre-pouvoir. On entendait Jean-François Copé s'en inquiéter. Ça va être intéressant à droite de savoir déjà combien de constructifs, c'est le terme qu'ils utilisent, et combien de républicains, on va dire, pur et dur. Si on regarde les résultats du premier tour, ceux qui étaient les plus durs, on va dire les plus à droite, ont été balayés, soit éliminés dès le premier tour, soit ce sont quasiment eux qui ont les résultats les plus faibles. Ceux qui s'en sortent le mieux, il y a quelques centristes, quand on regarde les 20-30 premiers. Ceux qui justement s'appellent les constructifs. Donc
peut-être que finalement parmi tous ceux qui seront des députés républicains, ce seront en fait une partie de la nouvelle majorité. Donc on a un peu de mal à s'y retrouver, mais combien de républicains seront réellement dans l'opposition? Finalement peut-être pas tant que ça. Donc ça va être difficile effectivement de mener un travail d'opposition clair à l'Assemblée avec un nombre restreint de parlementaires. Restera ça aura le Sénat. des conséquences quand même, oui, justement. Et encore, on nous annonce un groupe parlementaire ici En Marche au Sénat. Ah oui. Les cartes vont certainement être Patria, peut-être à sa tête. Rebattues, Janine Calamy, sur ce point. Il y a quand même des choses intéressantes sur l'aspect, effectivement, saisine du Conseil constitutionnel, ce qu'on vient de voir sur le droit de tirage. Il y aura quand même une opposition peut-être muselée qui aura moins de droits, justement. Moi, pardonnez-moi, mais je m'inscrirai en faux. Moi, je n'utiliserai pas ces termes-là. Muselé, ça veut dire une volonté délibérée de la part du pouvoir exécutif, en l'occurrence, de ne pas donner ses droits à l'opposition. Non, il y a une démocratie qui a fonctionné, qui a bien fonctionné. Souvenez-vous de la passion qui a pris le corps électoral, enfin toute la France pendant au moins la présidentielle. Donc non, elle ne va pas être muselée, c'est comme ça. À elle maintenant de faire valoir ses arguments pendant la campagne qui n'est pas terminée. Et puis après, on espère tout de même effectivement qu'ils auront de quoi déposer une motion de censure, saisir le Conseil constitutionnel et autres petites choses, à voir quelques peut-être présidents de commission, puisque ça fait partie de la réforme que veulent promouvoir certains députés, anciens gardes des Sceaux, etc. Mais à elle de se saisir de tous les pouvoirs qui sont les leurs. Voilà, il y aura aussi quelques ténors. Il ne faut pas oublier la force de la tribune aussi. Les séances publiques sont là aussi, en plus sont diffusées sur toutes les ondes maintenant. Il y aura des tribuns, il y aura probablement Marine Le Pen, il y aura probablement Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas que le nombre de voix, il y a la portée de la voix aussi de certains d'entre eux. Voilà, à eux d'user de toutes leurs armes. Oui, ça c'est très juste. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, d'ores et déjà, on peut s'attendre, on y verra plus clair lundi, mais à quelques prises de parole qui vont faire date, surtout qu'on aura face effectivement à ces tribuns que vous évoquiez, une masse de députés qui eux-mêmes ne sont pas forcément des tribuns. Mais pour aller exactement dans ce que vous disiez, ce qui va se passer sans doute au sein du groupe LR, c'est-à-dire une scission entre une droite ferme et la droite des constructifs, ça va se passer exactement de la même manière au PS. C'est-à-dire qu'au PS, c'est pas compliqué. Quand vous regardez les résultats du premier tour, que vous voyez un socialiste qui arrive à peu près à 40% des voix, vous êtes à peu près sûr qu'il n'avait pas de candidat En Marche face à lui. Donc ça veut dire que comment vont se situer un petit peu ces socialistes? Parce qu'il y a une petite question, c'est-à-dire qu'avec une majorité aussi importante, on l'a dit mais c'est vrai, ils servent moins les constructifs et les socialistes qui ont rejoint la majorité présidentielle. Mais il va y avoir certainement quand même, non pas forcément pour arriver à 58 ou 60 pour actionner institutionnellement ce que peut être l'opposition, on va se parler dans les groupes, on va se parler entre la France Insoumise et ce qui va rester du Parti Socialiste. Et il va certainement y avoir aussi quand même quelques éléments d'En Marche qui vont peut-être se révéler d'une manière ou d'une autre. Et un groupe aussi important, ça crée des sous-groupes nécessairement. Aujourd'hui, personne ne se connaît. Donc c'est formidable. Des frondeurs, vous pensez, Jean-Jean Bertolus, au cours du quinquennat? Il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est que Emmanuel Macron a promis de réduire le nombre de parlementaires. Il veut baisser d'un tiers, je crois, le nombre de députés. À tous ces jeunes députés qui sont arrivés, qui sont censés quand même contrôler un peu l'action du gouvernement, y compris les députés de la majorité, est-ce qu'il ne va pas être agité le chiffon rouge de redessiner leur circonscription, puisqu'il faudra moins de parlementaires? Ça va être quand même un élément de pression de l'exécutif sur ces parlementaires qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'ils vont aller contrôler le gouvernement de manière très efficace? C'est pas sûr. Encore une fois, dans les intentions de vote, sur le profil de ces candidats, il est largement plébiscité sur cet aspect renouvellement, société civile, Stéphane. Parmi tout ce qui a été salué par les Français dans cette première séquence présidentielle, la diplomatie, la façon de se comporter notamment lors de l'intronisation, il y a le fait d'avoir renouvelé profondément, d'avoir tenu sa parole, quant au renouvellement supposé, on verra bien, du personnel politique et de la façon de faire la politique. On l'a vu avec la composition du gouvernement, les gens ont apprécié le fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. C'est pas nouveau, mais malgré tout, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes issues de la société civile. De la même manière, quand on les a interrogés sur
il n'y a pas de profil type, mais sur la physionomie générale de ces 500 et quelques candidats de la République En Marche, les gens ont dit que c'était formidable. C'était formidable d'avoir des jeunes, c'était formidable d'avoir des gens issus du secteur privé, c'était formidable d'avoir des gens issus des minorités. Ce qui a été fait, en tout cas ce qui a été présenté, et ça aussi, ça a concouru quelque part à en rajouter, si vous voulez, sur cette séquence qui, pour l'instant, en tout cas, c'est pas un état de grâce, mais on n'en est pas loin malgré tout. Il y a une vraie bienveillance de l'opinion publique à l'égard du président de la République et de la majorité. On avait dit on a dit le soir du second tour que Emmanuel Macron était un président mal élu. Des gens qui l'ont dit. Beaucoup de gens l'ont dit, ils se sont trompés, c'est pas vrai pour l'instant en tout cas, ce n'est pas vrai, il bénéficie, même si c'est pas le mot à employer, d'un état de grâce. Un faux procès, celui de la légitimité démocratique, Jannick Halimi. Moi je trouve totalement, absolument. Tout à l'heure, pardonnez-moi, vous parliez, est-ce qu'on peut espérer un sursaut démocratique au second tour? Là aussi, pardon, c'est vrai que c'est l'expression consacrée, non, le sursaut démocratique, il n'y a pas, la démocratie fonctionne bien et parfaitement bien. Même avec un taux d'abstention record. Mais l'abstention est un signe, alors après, on peut considérer qu'il n'est pas suffisamment pris en compte dans les comptages, etc. On a parlé de fatigue démocratique quand même. Pardon ? On a parlé de fatigue démocratique aussi. Mais moi, un électeur sur deux seulement se rend aux urnes. Pardon ? Quand un électeur seulement sur deux se rend aux urnes. Écoutez, moi, je ne trouve pas. S'il veut se rendre aux urnes, l'offre politique est suffisamment importante pour qu'il y ait quand même véritablement un choix, pour le coup, divers et démocratique. S'il n'y va pas, c'est son propre choix. Mais c'est pas parce que monsieur Dupont, Madame Durand n'y vont pas, que la démocratie est en danger. Ils ont le choix. La démocratie aurait été en danger s'il n'y avait pas d'offre démocratique digne de ce nom. Quand on voit des bureaux de vote où il y avait 22 bulletins, à eux de choisir. L'abstention répond aussi à une offre politique. Le FN a perdu beaucoup de ses électeurs du premier tour, de la présidentielle, comme la France Insoumise. Mais on a bien vu ce qui s'est passé au FN avec ce débat catastrophique pour Marine Le Pen. On a bien vu une campagne législative qui a rendu certains perplexes de la part de Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, on voit bien que certains électeurs se sont dit bon, de toute façon, voilà, on va aussi lui laisser sa chance. Mais c'est une façon de s'exprimer. C'est pas. Alors maintenant, sur l'état de grâce, quand même, un petit mot. Certainement, il bénéficie, on va dire, du bénéfice du doute, mais ça ne fait qu'un mois. Et pour l'instant, il ne s'est pas exprimé. D'ailleurs, il ne va peut-être pas s'exprimer même le 14 juillet. On n'est pas rentré dans le dur, quand même. C'est-à-dire que quand on va commencer à comprendre, à mieux comprendre ce qu'il y a dans les ordonnances, à mieux comprendre la politique économique, à mieux comprendre l'ampleur du déficit, etc., quand on va rentrer dans le dur de la politique, les choses vont peut-être un petit peu bouger quand même. Tristan Kinomo-Poil, je voudrais revenir aussi sur ce que disait Stéphane Zomsik. Tout le monde trouve ça formidable, ce renouvellement. Ces futurs députés issus de la société civile. Pourtant, quand ils seront élus, on nous promet aussi des parlementaires godillots qui vont voter comme un seul homme. Cette diversité qui est sur le papier, on ne la retrouvera pas au moment des travaux parlementaires. Tout à l'heure, on a parlé de ceux qui avaient un ancrage local. Est-ce qu'ils allaient pouvoir bénéficier de ça ou pas? La réponse, vous l'avez dit, c'est non. Ils ont été élus, en tout cas, ils ont une avance grâce à leur étiquette. Donc, qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans? Ils ont peut-être peur aussi de devoir être réélus uniquement sur leur étiquette, d'autant plus que maintenant il n'y a plus de députés maires, donc c'est encore plus compliqué d'avoir un ancrage, un enracinement local. C'est difficile pour les électeurs de croiser leurs députés. Il y a des permanences évidemment, mais c'est pas pareil que pour un député maire. Donc ils auront intérêt à ne pas être sanctionnés dans 5 ans, c'est-à-dire par une investiture qui leur soit retirée ou une circonscription redessinée. Donc ils vont quand même mettre le doigt sur la couture du pantalon. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Jannick Halimi? Oui, en partie, mais d'abord, c'est pas la première fois. Je n'ai pas l'avantage de l'âge, mais j'ai le privilège de l'âge, et ça fait quand même plusieurs fois que j'entends parler de parti Godillot. C'était le cas de l'UDR, ça a été le cas du Parti socialiste. En tout cas, c'était le procès a priori qu'on pouvait faire à ces majorités massives, et surtout entraînées par un leader. Ça pouvait être le général de Gaulle, ça pouvait être François Mitterrand.
Donc, et à partir de là, écoutez, est-ce qu'il vaut mieux, entre guillemets, une majorité qui s'est fait élire sur un programme d'un président qui lui-même s'est fait élire il n'y a pas si longtemps au suffrage universel? Est-ce qu'il vaut mieux ça que un 49-3, des majorités variables et aléatoires comme il y avait sous la 4e République, l'utilisation d'un 49-3 parce qu'une partie de notre majorité ne nous suit pas, voire une dissolution si vraiment les choses vont pas bien ou qu'on veut espérer faire mieux comme en 97. Bon, alors après on peut dire Godillot, etc. Bon, une majorité qui suit son président sur la base du suffrage universel dans les deux camps, dans les deux cas, enfin dans les deux cas, pas dans les deux camps. Voilà, moi je trouve ça assez cohérent. Ouais, le mot de la fin. Il y a un petit point d'interrogation, c'est-à-dire que par rapport aux majorités que vous avez évoquées, même quand c'était des majorités qui arrivaient en masse, c'était toujours des parlementaires, des députés, qui, même si c'était leur premier mandat, étaient pris dans des réseaux militants, dans leurs partis respectifs, voire localement. C'est pas des gens qui n'arrivaient de nulle part. Là, on a quand même... Raison de plus, ils ont peut-être une parole plus libre et un esprit moins servile. On a quand même des députés qui, il y a encore 1 mois et demi, étaient patrons d'agences de com, que sais-je, enfin, qui n'avaient rien à voir. Vous trouvez que c'est avoir un esprit plus servile que d'être dans une mécanique partisane? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une interrogation qui pèse sur un certain nombre de ces députés, à savoir comment, effectivement, ils vont rentrer dans le mécanisme institutionnel. Et donc, moi, je ne sais pas si ça va être des godillots, s'il va y avoir des frondeurs, ou le contraire. Enfin, voilà. On aura la réponse dans quelques jours. Merci à tous les 4 d'avoir été mes invités. On continue cette édition de Politique 360. Et alors que les élèves de terminale planchaient ce matin sur leur copie de philo, les ministres ont aussi rendu leur copie. Ils ont présenté leur feuille de route à Matignon, selon la méthode Macron, qui souhaite une évaluation accrue de l'action des ministres. Mounir Soussi. En cette période d'examen, le gouvernement précise sa méthode d'évaluation des ministres. Et elle s'inspire du monde de l'entreprise. Cette volonté d'encourager la culture du résultat n'est pas nouvelle. En 2008, François Fillon avait eu recours à un cabinet extérieur pour noter ses équipes. À l'époque ministre, Roger Carucci n'était pas convaincu par l'expérience. Près de 10 ans plus tard, son avis n'a pas changé. Comment un cabinet, d'ailleurs moi j'ai un souvenir ému, moi j'étais ministre chargé des relations avec le Parlement, ils sont venus me voir une fois pour m'expliquer sur quels critères, comment ils allaient et tout. J'ai jamais vu une seule note me concernant, jamais, en 2 ans et demi. En vrai, vous êtes ministre dans un gouvernement, vous réussissez pas. Et la sanction, elle est simple, vous restez pas. Édouard Philippe fixera les grands objectifs et la feuille de route de ses ministres. Il ne donnera pas de notes, mais fera avec eux un point individualisé tous les 6 mois. La principale difficulté de l'exercice est de trouver des indicateurs concrets d'évaluation. Jean-Pierre Sueur, sénateur et ancien ministre, a une idée à soumettre à l'exécutif. Il y a un critère pour moi très simple. Monsieur, madame, vous êtes ministre, dans votre secteur, il y a tant de lois votées. Est-ce que les décrets sont parus? S'il y a des décrets qui attendent plus de 6 mois, c'est anormal, profondément anormal. Les ministres ont rendu leur première copie à Matignon aujourd'hui. Rendez-vous dans 6 mois pour le premier bilan. Octobre dernier, le gouvernement a démantelé la jungle de Calais. 8 mois après, la situation des migrants, toujours aussi nombreux, s'est fortement dégradée. C'est ce qu'a constaté Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui s'est rendu sur place lundi. Il dénonce, je cite, des conditions de vie inhumaines et une sorte de traque. Roman Sachs. Pas d'eau courante, aucune structure d'accueil. Depuis la fermeture de la jungle, la situation des migrants à Calais ne cesse d'empirer. Des conditions de vie inhumaines dénoncées par Jacques Toubon, défenseur des droits. Une annonce qui fait écho aux alertes lancées par diverses associations qui demandent notamment la reprise de la distribution de repas, aujourd'hui limitée par la préfecture à 1 par jour. Insuffisant pour les 600 personnes toujours sur place qui subissent un durcissement des forces de l'ordre qui empêche les regroupements. Les associations sont entravées et menacées lorsqu'elles tentent de mettre en œuvre des dispositifs. Chassés de l'espace public et privés d'un centre d'accueil, les migrants trouvent refuge dans les sous-bois de la ville. 7 mois après le démantèlement de la jungle de Calais, la situation n'est toujours pas réglée. Michael Neumann, directeur d'études à Médecins sans frontières, spécialiste des questions migratoires, est notre invité. Il répond aux questions d'Oriane Mancini. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Bonjour. Alors vous étiez, vous, sur place à Calais en début de semaine, lundi et mardi dernier. Quelle est la situation sur place? Qu'est-ce que vous avez constaté? Votre reportage résume remarquablement bien la situation. Vous avez quelques centaines de personnes aujourd'hui qui sont aux côtés de toutes les organisations qui essaient de leur porter secours, qui sont harcelées, poursuivies, traquées par la police, dans des difficultés d'exercer le métier de secouriste extrême. Et dans le même temps, ces gens qui sont en majorité afghans, somaliens, érythréens, soudanais pour quelques-uns, tentent désespérément toujours de rejoindre l'Angleterre et se retrouvent confrontés à donc, cette traque policière et à des kilomètres de grillage qui continuent finalement de parcourir le territoire. Vous parlez de traque policière, c'est aussi le mot qu'a employé Jacques Toubon, le défenseur des droits. C'est vraiment ça que vous avez constaté sur place? Écoutez, il est difficile d'employer un autre mot lorsqu'on voit la difficulté pour ces gens de se déplacer, je dirais, simplement, sans risque pour leur sécurité physique. Les migrants, les exilés, sont réveillés la nuit dans les sous-bois dans lesquels ils dorment, leurs couvertures, leurs vêtements sont gazés. L'organisation des secours est effectivement extrêmement limitée par des négociations âprement menées entre les organisations de secours et donc les autorités. Encadré, limité, on l'a vu, à une distribution de repas par jour, entre 6h et 7h30. À 7h30, les CRS descendent de leur fourgon et finalement sonnent la fin de la récréation, éparpillent, dispersent l'ensemble de ces gens qui sont venus chercher un repas par jour. Et quand on demande à la police, quand on leur demande finalement, est-ce que vous pensez réellement qu'on puisse correctement vivre avec un repas par jour, ils nous disent, écoutez, je sais bien que c'est pas possible, mais j'ai des ordres. Vous pensez quel est le but de ces ordres? C'est d'empêcher qu'un nouveau camp se reconstitue? Oui, alors l'objectif ultime, il est très difficile à comprendre. Les ordres je dirais de court terme, immédiat, c'est effectivement de limiter ce que les autorités appellent aujourd'hui, dans une espèce de novlangue un petit peu troublante, les lieux de fixation ou les points de fixation. Un point de fixation, ça commence à 2 ou 3 personnes qui stationnent, qui s'immobilisent quelque part. Et donc, les forces de l'ordre vont faire en sorte que les lieux de fixation disparaissent et par là même empêcher effectivement les organisations, les associations locales, les initiatives individuelles de se développer pour fournir le complément de secours nécessaire. De l'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a aucun point d'eau public, des repas, des couvertures, des vêtements. Alors, il y a une initiative importante à souligner. Il y a un prêtre qui a ouvert son église, ou le périmètre de son église, pour permettre une distribution de repas à midi pour un déjeuner, mais qui bénéficie encore à très peu de personnes. Et puis, c'est en ville, et il y a plein de ces exilés qui ne se rendent pas en ville par peur d'être arrêtés par la police. Vous parliez de ce comportement policier. Si on vous entend bien, c'est une sorte de politique de dissuasion qui est menée. C'est visiblement le choix des autorités. Est-ce que c'est une politique efficace ? La réalité parle d'elle-même. Alors, le démantèlement de la jungle a dispersé les 6 à 10 000 personnes qui résidaient sur les lieux en octobre dernier. Et puis évidemment, comme l'Angleterre est toujours à quelques dizaines de kilomètres de la France, eh bien, les candidats à l'exil vers la Grande-Bretagne continuent de se rendre dans le Calaisis. On a donc plusieurs centaines de personnes aujourd'hui dans le Calaisis, 300 personnes dans la commune de Grande-Synthe. On peut s'attendre à davantage d'arrivées au cours de l'été. Il y aura donc davantage de personnes qui vont arriver. Et effectivement, c'est-à-dire que si on vous écoute, en fait, le démantèlement de la jungle, il a été efficace à court terme, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, mais là, les migrants sont en train de revenir et finalement, le nombre va redevenir identique. Ça, je peux pas vous dire si le nombre va redevenir identique, mais au moment où finalement la jungle, cette fameuse jungle de Calais a été créée, donc au printemps 2015, qui est le moment où les autorités ont décidé de regrouper tous les migrants qui résidaient dans des squats en ville, dans un lieu unique, donc cette fameuse zone industrielle finalement, il y avait 1300 à 1500 personnes. Aujourd'hui, on est à la moitié de ça. Et ça va sans doute augmenter. Alors, est-ce qu'on arrivera aux 10 000 qu'on a connus
au moment du démantèlement, j'en sais rien. Mais que ce soit pour quelques centaines ou pour quelques milliers, le dispositif d'accueil ou la politique d'accueil de la France dans le nord du pays ne peut pas se résumer au harcèlement et des migrants et de tous ceux qui essayent de leur porter un peu d'appui, d'assistance, qui sont pour beaucoup d'ailleurs des gens comme vous, comme moi, enfin des individus qui vont amener un générateur et fournir un peu de courant pour que les personnes viennent recharger leur portable, ou des repas, ou accueillir chez eux des gens pour leur offrir la possibilité de prendre une douche, sachant encore une fois, comme je vous le disais, qu'il n'y a pas d'eau, quoi. Alors justement, hein, dans la situation que vous nous décrivez, quel est le travail que vous pouvez exercer sur place, vous, association? Quelles sont vos marges de manœuvre? Je dirais pour une organisation comme MSF qui n'intervient plus aujourd'hui à Calais en continu et qui n'était pas revenue finalement depuis le démantèlement, les conditions d'exercice observées là ces derniers jours n'ont pas été mauvaises. D'autant plus que, au-delà de problèmes parfois sérieux dermatologiques par exemple, la condition physique des exilés est plutôt bonne. Par contre, accompagnant les associations locales, on peut témoigner tout de suite des difficultés d'exercice. C'est-à-dire qu'on voit des distributions alimentaires non autorisées, non tolérées par les autorités, destinées à distribuer 60 plats de lentilles, comme ça, être irrémédiablement dispersés par des forces de police. Qui n'ont visiblement que ça à faire que de décourager les efforts citoyens pour apporter un tout petit peu de dignité humaine à ces gens qui en ont quand même sacrément besoin. Est-ce que, selon vous, les pouvoirs publics ont pris la mesure de cette situation ? Je pense que les pouvoirs publics ont appris, y compris le nouvel exécutif et nos futurs nouveaux députés. Ils ont regardé la télé, ils ont lu les journaux, ils ont vu comment ça s'est passé ces dernières années. On a un peu l'impression que pour eux, le démantèlement de la jungle avait réglé le problème. Et pourtant, on semble se diriger, on verra dans les semaines qui viennent, vers un durcissement, en tout cas, de cette politique de harcèlement, comme on en a rarement connu. Et cette intensification est difficile à comprendre. Alors, quel gain espèrent les autorités à court terme, à moyen terme, à long terme? J'en sais rien. Je vous suggère effectivement d'inviter les responsables politiques sur ce plateau, éventuellement qu'on en discute ensemble, parce que il est très difficile d'engager, je dirais, un dialogue constructif avec la plupart des responsables politiques, notamment... Alors justement, vous appelez le nouveau gouvernement, peut-être le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, à venir se rendre sur place, peut-être avec vous? Avec nous, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'il aille lui-même, effectivement. Alors, Édouard Philippe a indiqué à plusieurs reprises, il n'a pas fait une grande publicité, mais en tant que maire du Havre, il a accueilli plusieurs centaines de familles syriennes. Alors, effectivement, qu'il se rende sur place, qu'il engage une discussion, si ce n'est... Nous, on n'est pas... Moi, je ne suis pas à Calais tous les jours, mais il y a des collectifs, il y a des associations qui ont besoin d'engager certainement ce type de discussion. On a toujours Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, qui est confronté à la présence de 300 personnes qui vivent dans un sous-bois sur sa commune, au Puy-Touques. Il est tout seul, Damien Carême. Les maires de la région... Vous parlez de Grande-Synthe, on a eu Sangatte, on a eu Calais. Est-ce que, selon vous, on est condamné à vivre ce genre de situation éternellement ? On est condamné à rien, on est juste condamné à constater que la Grande-Bretagne, elle va rester à la frontière de la France, quoi. On n'est pas condamné à persévérer dans cette inhospitalité. Est-ce qu'il y a un manque peut-être de vision de politique publique à long terme ? Ah, mais c'est très clair, il n'y a pas moi, depuis que je suis ces questions-là, à la fois au sein Médecins sans frontières et par ailleurs pour tout un tas de raisons, la politique de long terme dont vous parlez, elle est soit inexistante, soit pas du tout convaincante. Mais là, aujourd'hui, je dirais qu'on ne peut que juger sur pièce. Il est trop tôt pour définir cette politique parce que, on est dans une phase de transition. Donc on verra comment les choses s'engagent dans les semaines et les mois à venir. Enfin, à juger des actes de la mairie, de la préfecture, des différents
corps de force de l'ordre. On n'est pas très encouragé, quoi. Alors vous parliez de la Grande-Bretagne, vont commencer la semaine prochaine les négociations pour le Brexit. Est-ce que vous craignez que ce Brexit, ça renforce encore un peu plus ce problème ? Je ne pense pas que ça puisse être pire, que la frontière puisse être davantage hermétique qu'elle a été rendue aujourd'hui, notamment par les fameux accords du Touquet, dont on attend aussi finalement un positionnement du nouvel exécutif vis-à-vis de ces accords. Parce que une renégociation éventuellement une renégociation. Je crois que les choses sont très claires aujourd'hui. La situation peut encore empirer sur le terrain parce que plus de personnes peuvent venir, parce qu'aujourd'hui il fait chaud, c'est l'été. On n'est pas encore confronté à des pathologies de type infection respiratoire qu'on peut voir régulièrement dès que les conditions climatiques se dégradent. Enfin bon, on a aujourd'hui les conditions à une détérioration aussi du climat social, de l'augmentation des tensions. On voit des bagarres, des altercations entre migrants. Quand on, comme ça, fait converger précarité des conditions de vie, manque absolu de perspectives à moyen terme pour ces personnes, fragilité psychologique, voire addiction, alcool, etc. On crée aussi les conditions, justement, du désordre public contre lesquels justement les autorités entendent lutter. Elles sont elles-mêmes finalement à la source de la création de ce désordre public. Merci beaucoup, merci Michael Neumann d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci Michael Neumann, merci beaucoup Oriane. Il est 19h, tout de suite le rappel des titres sur Public Sénat. Nathalie Kosciusko-Morizet, victime d'une agression à Paris. La candidate LR aux législatives a perdu connaissance ce matin. Elle a été prise à partie par un passant. Son adversaire, le macronisme Gilles Legendre, a suspendu sa campagne. Les réactions au Sénat dans un instant. À 4 jours du second tour, faut-il s'attendre à un véritable raz-de-marée de la République en marche ou un rééquilibrage en faveur des autres partis? Selon un sondage, 61% des Français souhaitent rectifier le résultat dimanche prochain. Les explications à suivre. Quel sera le visage du Parlement version Macron? Les députés élus dimanche, pour la plupart des novices en politique, vont-ils révolutionner le mandat de parlementaire? Ce sera le thème de notre second débat. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag politique360. Je vous le disais à l'instant, NKM victime d'une violente agression ce matin. La candidate LR était en train de distribuer des tracts sur un marché du 5e arrondissement de la capitale quand elle a été prise à partie avant de faire un malaise et de perdre connaissance. Hospitalisée, elle a reçu de nombreux soutiens de tous bords. Stéphane Amalian. Nathalie Kosciusko-Morizet a perdu connaissance ce matin pendant une dizaine de minutes après avoir été agressée par un homme pendant une distribution de tracts sur un marché du 5e arrondissement de Paris. J'ai vu un passant, un homme d'une cinquantaine d'années qui manifestement avait l'air assez énervé. Ce que j'ai vu, c'est NKM qui brandit ses tracts, l'agresseur qui lui arrache des mains et lui renvoie d'un mouvement, d'un revers de la main vers son visage à elle. Elle se protège, elle met sa main comme ça pour se protéger et les tracts heurtant sa main, elle prend sa main dans la figure et ensuite elle s'effondre. Les pompiers sont intervenus et l'ont conduite à l'hôpital Cochin. La candidate a été hospitalisée et a reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe. Son adversaire pour les législatives, Gilles Legendre, a annoncé la suspension de sa campagne et des personnalités politiques de tous bords ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux, notamment le président du Sénat Gérard Larcher ou les sénateurs David Assouline ou Jean-Claude Gaudin. Nous vous en parlions hier. Le parquet a requis 30 000 € d'amende contre le pneumologue Michel Aubier. Il comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris pour faux témoignages devant une commission d'enquête sénatoriale. Il avait en effet omis de déclarer ses liens d'intérêt avec l'industriel Total. On écoute la réaction de son avocat, Maître Saint-Pierre. Monsieur Aubier a vécu une longue audience, très difficile et douloureuse. Vous étiez là et vous avez entendu son propos. C'est un homme de bonne foi qui s'est trompé sur une réponse à donner. Voilà, la justice est passée. Non, il ne le souhaite pas. Merci beaucoup. L'avertissement de Gérard Larcher au candidat qui serait battu dimanche soir aux législatives et pourrait être tenté par une candidature au sénatorial du 24 septembre prochain. Le Sénat n'est pas une chambre de recyclage, estime le président du Sénat, pour qui il faut au Sénat des gens qui portent leur territoire, des gens qui ont fait le choix du Sénat.
Et justement, la Haute Assemblée pourrait-elle être aussi touchée par la vague violette annoncée dimanche? Un groupe La République En Marche pourrait voir le jour. Des tractations sont en cours, comme nous l'explique Samia Dechir. Il serait une trentaine à se réunir de manière encore informelle pour préparer la création d'un groupe En Marche au Sénat. Parmi eux, des marcheurs de la première heure, comme François Patria ou Bariza Kiari. Quelques centristes aussi, même si officiellement, les groupes UDI-UC et RDSE souhaitent rester autonomes. Ce groupe En Marche rassemblerait surtout des socialistes. Il serait déjà une vingtaine. Pour les marcheurs à la manœuvre, l'objectif est de rassembler au moins 40 à 60 sénateurs pour former un groupe ayant du poids. On est encore loin du compte. Le gros des troupes pourrait venir du groupe socialiste, aujourd'hui divisé en 3 lignes. Ceux qui pourraient rejoindre En Marche, ceux qui, derrière Didier Guillaume, souhaitent maintenir un groupe socialiste travaillant avec la majorité présidentielle, et enfin ceux qui, comme Martial Bourquin ou David Assouline, veulent un groupe davantage dans l'opposition qui ne votera pas les ordonnances sur la loi travail par exemple. Pour les socialistes divisés, l'heure de la clarification approche. La position sera tranchée lors d'une réunion le 27 juin au Sénat. Et c'est une information de publicsénat.fr. Va-t-on vers un groupe outre-mer au Sénat et à l'Assemblée? Les députés et sénateurs ultramarins réfléchissent sérieusement à créer un groupe parlementaire, une manière de peser davantage et de pouvoir défendre leurs intérêts. Le sénateur PS Georges Patient a envoyé un courrier à ses collègues en ce sens. La suite à lire sur notre site publicsénat.fr. Le renouvellement est en marche et pourrait modifier le profil des députés et sénateurs qui sortiront prochainement des urnes. Alors à quoi ressembleront les prochains parlementaires? Leur rôle et leur façon de faire et de voir la politique s'en trouveront-ils profondément modifiés? C'est le second débat de Politique 360. Et mes invités sur ce plateau, Benjamin Morel, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, prix de la thèse du Sénat 2017. Vous serez d'ailleurs reçu la semaine prochaine par le président du Sénat. Vous avez travaillé sur le Sénat et sa légitimité, mais aussi sur ce que les institutions parlementaires font à leurs membres. On va bien sûr en parler dans un instant. André Gattolin est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Vous êtes sénateur depuis 2011. Jean-Philippe Moinet est également sur ce plateau. Bonsoir. Directeur de la revue civique, chroniqueur au Huffington Post. Et Denis Jambard. Bonsoir, journaliste et écrivain. On voit bien aujourd'hui une nouvelle assemblée qui est en train de se dessiner. Première question pour vous, André Gattolin, vous qui avez vécu ça ici au Sénat il y a désormais 6 ans. Est-ce que vous avez une petite peut-être pensée particulière pour ces futurs députés issus de la société civile? C'était le cas du groupe écologiste qui avait vu le jour au Sénat en 2011 et qui vont faire leur premier pas la semaine prochaine à l'Assemblée. Ah ben oui, si on prend les cases, les critères En Marche, je les cochais toutes il y a 6 ans, venu de la société civile, européen, sans formation à la vie politique locale, puisque c'est mon premier mandat, je n'avais jamais assisté à un conseil municipal. Je rencontre beaucoup de ces jeunes candidats, certains vont être élus, j'en ai rencontré beaucoup cette semaine, qui viennent demander des conseils et qui se rendent compte que c'est possible de faire un bon travail parlementaire sans être un professionnel de la politique. Et qu'au contraire, l'expérience qu'on a pu avoir dans la société civile, que les autres n'ont pas souvent, parce qu'ils ont commencé assistants parlementaires et puis terminent députés ou sénateurs sans véritable expérience ou une expérience administrative ou de fonction publique. C'est autre chose. Quand vous êtes parlementaire et puis que vous savez que votre mandat s'arrête, vous n'intéressez pas dans la fonction publique, vous avez envie de faire quelque chose de votre mandat. Et moi, ça m'a motivé. Et comme je dis, j'ai voulu être un sénateur honorable. Si on regarde aujourd'hui les classements citoyens, de regard citoyen, je crois que je suis en tête au Sénat. Voilà, donc comme quoi, en travaillant, on peut faire des choses. Et puis j'ai fait passer quand même une jolie petite loi parlementaire contre l'avis du gouvernement. C'est la première en 15 ans, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans de bouteille au Sénat pour faire, ou à l'Assemblée nationale pour arriver à faire des choses. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe Moinet, avec ce que vient de dire André Gattolin? On n'a pas besoin d'être un véritable professionnel de la politique. Ça va être facile pour les prochains députés, justement, de se mouler aussi dans la machine parlementaire assez complexe, il faut le rappeler. Oui, non seulement on n'a pas besoin, mais on a peut-être besoin de l'inverse, même si le profil ne fait pas forcément l'efficacité politique. Mais c'est vrai que c'était une promesse du candidat Macron. 50% des candidats, pas tous, issus de la société civile, 50% de femmes aussi. Donc 2 promesses tenues, on va voir à l'usage. Mais c'est vrai que l'encadrement du travail parlementaire par notamment les hauts fonctionnaires de l'Assemblée et du Sénat est de haute qualité. Il y a des expertises très présentes dans les assemblées et tout ça balise le terrain, notamment sur les procédures.
Et il peut paraître être sain, effectivement, qu'un renouvellement ait lieu non seulement du point de vue idéologique, mais aussi des profils qui ont été tant décriés, peut-être à tort, peut-être à l'excès et exploités aussi. Est-ce qu'il va réellement avoir lieu ce renouvellement idéologique s'il y a une majorité aussi absolue pour Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez que les différents profils vont pouvoir s'exprimer librement dans l'enceinte de l'hémicycle? Oui, je pense que la politique a horreur du vide. Et c'est vrai que quand il y a une majorité très massive, on l'a vu dans la période antérieure, on pense découvrir un mouvement, mais c'est vrai qu'en 81, ça a eu lieu, en 93 avec la droite, en 68, après les mouvements, il y a eu une sorte de mouvement conservateur très fort qui faisait dire d'ailleurs qu'il suffisait d'avoir l'étiquette, on pouvait mettre l'étiquette UNR à un chien et il serait élu. Donc tout ça existait dans le passé. Une chèvre aussi. Voilà. Donc sous la Ve République, ces mouvements amplifiés par le mode de scrutin ont eu lieu, mais c'est vrai que des pluralités vont naître aussi de cette amplitude. Absolument. Et pourtant, Denis Jeanbart, on a vu cette semaine l'inexpérience de certains candidats En Marche qui peut aussi inquiéter les Français. Oui, mais comme ça vient d'être dit, dès lors qu'ils mettront le pied dans l'Assemblée nationale, ils recevront leur kit et en effet, il y a une administration pour les encadrer. Moi, personnellement, j'ai toujours été assez hostile à l'idée de la professionnalisation de la politique parce que j'ai toujours considéré que la politique, c'était pas une profession, c'était une mission. Et donc, vous pouvez venir de la société civile et être prêt à remplir une mission au service de l'intérêt général. Alors, la première chose, à mon avis, qu'il faut faire, c'est en finir peut-être avec l'idée aussi que les députés sont des assistantes sociales. Ils sont là pour représenter l'intérêt général et non pas pour représenter l'intérêt particulier de leur circonscription et de leurs électeurs. Absolument. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, alors qui me préoccuperait un peu dans cette arrivée massive, c'est de voir la composition sociale des élus d'En Marche. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est près de 69% qui viennent des classes supérieures et simplement 8-9% des classes populaires. Donc là, il y a naturellement un comportement social qui va être induit par l'origine de chacun des... Il y avait déjà plus beaucoup d'employés d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Je suis naturellement d'accord avec ça, mais si vous voulez, par rapport à l'espérance suscitée par cette arrivée, on dit la société civile, oui, mais enfin, c'est une certaine société civile, et donc là, il risque d'y avoir un déficit, j'aime pas beaucoup utiliser le mot démocratique, mais de représentation, en tout cas, d'une partie de la population. Qu'on voit d'ailleurs s'abstenir dans cette élection. C'est cette partie de la population qui n'est pas allée voter au premier tour, qui risque de ne pas voter au second tour, et qui ne peut pas tomber en déshérence dans les mois et les années qui viennent. Je pense qu'il faut s'occuper de cette partie de la population, parce que si, ce que nul ne peut souhaiter, le président Macron échouait, alors nous vivrions un véritable drame démocratique. Benjamin Morel, vous avez observé les parcours des parlementaires, plus précisément des sénateurs. Comment ça se passe des premiers pas à cette légitimité d'experts, c'était rappelé à l'instant par André Gattolin, qui a pu être acquise au fil de leur mandat? Ça se passe en plusieurs étapes et ça se passe surtout à travers une socialisation à l'institution, puis une socialisation au pairs. Et c'est pour ça que je serais peut-être un peu plus mesuré sur le sujet que vous avez les uns et les autres abordé, parce qu'on on va avoir un nouveau groupe parlementaire qui, selon toute probabilité, sera très important, mais qui en fait comporte assez peu d'anciens. Et c'est pas la même chose d'être, je dirais, pas un novice en politique et d'être un novice parlementaire. C'est-à-dire qu'un nouveau parlementaire, être parlementaire, c'est en soi non pas un métier, j'en suis tout à fait d'accord, mais c'est tout de même une pratique. C'est quelque chose, c'est un métier qui vous pousse, en tout cas qui vous conduit à transformer des idées politiques en normes, en lois. Et la façon dont on fait ces lois, c'est pas tout à fait évident. Même quand on est juriste, faire la loi, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et alors vous disiez, oui, il va y avoir des administrateurs, oui, etc. Mais les administrateurs, ils seront là pour le rapporteur. C'est-à-dire que pour la personne qui va être nommée par la commission pour prendre en charge un texte. En revanche, pour le parlementaire, je dirais lambda, qui va vouloir déposer un amendement, là, il sera seul. Il sera seul avec éventuellement ses collaborateurs. Il faudra bien qu'il les choisisse. Là, ça va être un gros enjeu et ça va être très intéressant de voir la sociologie de ces collaborateurs parlementaires. Mais il va y avoir pour eux un vrai enjeu s'ils veulent exister comme des législateurs, ce qu'ils sont censés être. Écoutez, quand je lis, et j'ai la curiosité de lire des textes de loi parlementaires, des lois adoptées,
c'est une vraie préoccupation, mais qui n'est pas, à mon avis, nouvelle. Quand vous regardez notamment sur la mandature qui vient de s'achever, la qualité des textes législatifs, ça pose beaucoup de questions. Franchement, il y a un affaissement du travail législatif qui est impressionnant. Nul n'est censé ignorer la loi, mais la première chose, ça devrait être que tout le monde puisse la comprendre. Souvent du gouvernement. On a un doublement de la production de la loi Alors, il y a en 20 ans. Oui, et on a souvent le sentiment que c'est écrit dans la précipitation, dans un jargon inaccessible aux citoyens. Alors, il faut espérer une amélioration de la situation avec ces nouveaux députés. Vous pensez dans l'écriture de la loi ? Je ne sais pas, mais il y a un passif. Oui, puis c'est vrai qu'en France, on a pu assister à ce qu'on a appelé l'inflation législative. En France, on adore faire des lois parfois de circonstances. On l'a vu dans le mandat antérieur au dernier d'ailleurs, on a appelé des projets de loi faits divers, et c'est vrai que ce qui manque en France, d'ailleurs à contrario, c'est aussi la fonction d'évaluation de la loi. C'est-à-dire qu'on pourrait faire moins de lois, mais mieux les évaluer ensuite. Au bout de 2-3 ans, et c'est vrai que contrairement à d'autres démocraties occidentales, on a moins le réflexe en France d'évaluer l'impact des lois, leur application d'ailleurs. Il y a eu une commission qui avait été créée au Sénat, qui a été l'application des lois. Mais on fait régulièrement, moi je suis à la commission des finances, pas plus tard que la semaine passée, on a fait une évaluation de l'application des lois. Et c'est un vrai problème, parce qu'on dit on fait la loi, on n'est pas des législateurs, on traite une proposition, on amende quand on peut, et quand bien même vous parvenez à amender, il y a des décrets d'application derrière. Alors, dès que c'est d'initiative parlementaire, ça prend 2 ans, 3 ans. On a certains amendements qui sont passés, votés largement, qui sont démolis par l'application et par les décrets. Je voudrais qu'on revienne au profil des élus. Est-ce que disait Denis Jeanbart aussi sur la représentation, sur le rôle du parlementaire, à la fois représenter les intérêts d'un territoire, mais aussi l'intérêt général? Comment voyez-vous les choses? Non, moi je crois qu'un parlementaire, il est là pour représenter l'intérêt même général, même pas national. Au Sénat, comment vous représentez les territoires? Oui, les territoires. Mais honnêtement, moi je ne porte dans le discours, dans l'hémicycle ou dans les commissions, des sujets qui relèvent de mon département, les Hauts-de-Seine, quand ils ont un intérêt national. Parler de la défense, du centre d'affaires de la défense, ou des problèmes de circulation ou de développement du Grand Paris, c'est d'intérêt national. Mais franchement, je ne suis pas là pour remplacer le conseiller municipal ou le conseiller départemental. C'est la folie de ce mode de scrutin où on a des espèces de poupées russes où tout le monde occupe les territoires et au bout d'un moment ne représente plus rien. Moi, je suis étonné de la faible qualité moyenne, on va le dire, des parlementaires nationaux français quand on les compare avec les parlementaires nationaux allemands. Je reçois régulièrement des délégations, des gens qui viennent m'auditionner allemands. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement sur quoi vous basez le niveau, c'est-à-dire que malheureusement, trop de gens sont centrés sur leur territoire, doivent leur élection au fait qu'ils ont été élus municipaux, puis maires, puis conseiller général, et qui n'ont pas de capacité à penser l'intérêt général. C'est pas l'agression. Et je trouve, pour vous dire, je termine sur l'Allemagne, le niveau des gens et les questions que me posent mes collègues allemands en termes de vision et de prospective, c'est autre chose que certains débats que nous avons parfois en commission. Alors, à mon avis, oui, il y a 2 points qui là-dessus sont assez centrales. Et on va assister probablement, la démocratie fait qu'il faut quand même commenter les résultats une fois qu'ils sont parus, et le second tour est dimanche. Mais on va probablement assister à un renouvellement important de l'Assemblée nationale. Il y a une deuxième révolution qui va se produire, c'est la fin du cumul des mandats. Et ce que vous dites... Une troisième. La présence des femmes. Oui. Alors, vous allez y venir, la féminisation et la parité. Allez-y, Benjamin. Sur cette question de la fin du cumul des mandats, on va avoir un nombre de parlementaires qui en fait n'auront jamais connu de mandat local et qui plus est, n'en exerceront plus en même temps. Ce qui là est une nouveauté. C'est une nouveauté importante qui va faire que les parlementaires vont être ici, sur Paris, beaucoup plus. Et donc, ils vont vouloir être de vrais parlementaires. C'est-à-dire que tous ces parlementaires qui ne trouvaient, au bout du compte, pas réellement leur bonheur dans le métier de parlementaire parce qu'ils n'arrivaient pas à faire passer ce qu'ils voulaient faire passer et qui se repliaient sur leur mandat local, ces parlementaires, ils devront rester sur Paris et ils souhaiteront, probablement, on peut l'espérer en tout cas, c'était l'un des objectifs affichés de la réforme, ils vont tenter d'exercer à fond ce mandat de parlementaire. La vraie question, c'est du coup, est-ce que le gouvernement va leur en laisser les moyens, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, va leur donner les moyens d'être des législateurs. Et un dernier point, ce que vous disiez également, et ça rejoint un peu la question de l'évaluation également, c'est des moyens en termes de place politique, d'opportunité politique, c'est également des moyens
en termes d'expertise. C'est-à-dire que l'administration parlementaire ne peut pas tout. Elle ne peut pas se substituer à l'ensemble de l'administration. Elle est très normative aussi. Et les collaborateurs parlementaires sont relativement peu nombreux pour un sénateur ou un député par rapport à leurs collègues allemands, exactement. 24 000 euros par mois pour payer ses collaborateurs parlementaires en Allemagne, un véritable cabinet, 6 000 euros en France. C'est un vrai problème. Et on est sous la coupe de l'administration. Le nombre de fois on vous dit, monsieur le sénateur, vous avez une très bonne idée, parce qu'on nous parle toujours respectueusement. Mais on est dans un contexte aussi, André Gattolin, où on a vu les différentes affaires qui ont fait aux assistants parlementaires. Il y a beaucoup de suspicions aussi autour de ça, une pression forte de l'opinion publique. En Allemagne, les comptes... Ça serait peut-être mal vu d'augmenter justement le nombre d'assistants parlementaires. Si on diminue le nombre de parlementaires, il faut augmenter leur équipe. Quand je lis des statistiques sur Internet complètement idiotes qui disent il n'y a que 100 sénateurs ou 250 ou 300 membres du Congrès, il y a des parlements dans chacun des États américains. Et je peux vous dire, un parlementaire est un vrai contre-pouvoir. Un parlementaire américain a 16 collaborateurs. Enfin, mes chiffres sont lointains. Parce que 16, oui, maintenant c'est 20. 16 oui, voilà. Mais au Sénat, par exemple, je crois qu'il a 16 collaborateurs et sur le terrain, il en a au moins autant. Donc il a une équipe d'une trentaine de personnes qui travaillent avec lui. Et moi, j'ai toujours considéré, que les parlementaires, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas bien rémunérés, et deux, ils manquent de moyens pour travailler correctement. Et le vrai enjeu sur cette question qui est exploitée, comme on le sait, par les nationaux populistes de toutes sortes, qui mettent le Parlement au cœur de leur cible régulièrement, mais c'est que en fait, l'enjeu, c'est celui du contrôle, c'est pas celui des moyens. Les moyens sont trop faibles en France. La démocratie parlementaire a un coût, il faut le dire avec courage, et peut-être développer les moyens dont disposent les parlementaires, sénateurs comme députés, tout en ayant des mesures restrictives quant au contrôle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un contrôle a posteriori de l'utilisation des moyens et non pas des moyens eux-mêmes qui sont trop réduits en France. Et c'est vrai qu'il va y avoir un apprentissage en accéléré d'une série de nouveaux députés liés à la fois à la restriction du cumul et à la force de renouvellement qu'incarne le mouvement République En Marche. Et tout ça va permettre peut-être de rationaliser aussi le débat parlementaire. Il faut espérer aussi qu'il y ait à la fois du débat pluraliste au sein du République En Marche et ailleurs. Et le bicamérisme permet cette pluralité d'ailleurs dans les institutions parlementaires. Et en même temps accélérer le tempo pour qu'il y ait à la fois débat et des positions tranchées et des décisions qui soient ensuite évaluées. Et c'est vrai que l'expertise venant de la société civile est intéressante aussi parce que des gens qui sont issus de la vraie vie ont l'habitude d'évaluer ce qu'ils font, notamment quand il s'agit du monde de l'entreprise. Rien n'est écrit, on verra ce que ces nouveaux parlementaires font de cette mandature. Néanmoins, quand même, on voit bien que le chef de l'État a une idée assez précise, puisqu'il a fait signer, si je ne me trompe pas, un document à tous les candidats dans lesquels il s'engage sur l'honneur à adhérer aux valeurs portées par En Marche, et s'ils sont élus, à soutenir le plan de transformation et à signer le contrat avec la nation. Alors, je connais votre sens. Ça n'existe pas d'un point de vue constitutionnel. Alors voilà, j'allais vous poser la question. Article 27 de la Constitution, le mandat grâce au ciel n'est pas impératif. J'ai toujours pensé que c'était vraiment une chose géniale dans la Constitution. Parce que sinon, on ne peut pas gouverner en fonction des circonstances qu'avant. J'ai souvent voté différemment de mon groupe politique. Je voulais vous poser une question, puisque vous avez une sensibilité En Marche. Est-ce que c'est constitutionnel de faire signer ça ? On peut faire signer absolument ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on fait signer à un candidat le fait, par exemple, qu'il va reverser s'il est élu à son parti. Mais il fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas, personne ne peut le poursuivre. Non, c'est une façon de dire il y a une cohérence. C'est vrai que donc on aura des parlementaires, des députés Godillot. Non, mais je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, qu'il. Il y a toujours une inquiétude aussi sur des gens qui découvrent la politique, où les gens vont vouloir exister. Moi, ce qui me fait le plus peur dans cette nouvelle assemblée, c'est vrai qu'il y a un déficit des classes moyennes et populaires, mais ça a toujours été le cas, parce que les classes moyennes et populaires, c'est tellement d'enseignants. Enfin, on pouvait espérer vous allez à la commission, vous allez dans les commissions culture du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est des enseignants, il n'y a personne qui parle de culture, on parle que d'éducation. Mais ce qui me fait peur, c'est ceux qui sont chefs d'entreprise et qui ont décidé et qui vont être élus, ils vont se rendre compte qu'ils ont rien comme pouvoir par rapport au pouvoir qu'ils ont en entreprise. Je pense que leur suppléant va très vite ou leur suppléante est appelée à se substituer. Benjamin Morel. Alors, oui, sur les godillots, là vous avez absolument raison. En fait, ça va être très intéressant de voir. On a des parlementaires qui en fait
doivent tout à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils ont été cherchés par le nouveau président de la République et voilà. Donc est-ce qu'ils vont le suivre aveuglément ou est-ce que justement, parce qu'ils n'ont pas réellement de carrière politique pour la plupart dans leur dos, est-ce qu'ils vont se sentir libres de dire finalement, si je ne suis pas réinvesti la prochaine fois, je fais ce que je veux. Donc là, ça va être quelque chose, je n'ai pas la réponse, mais ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Ensuite, un groupe majoritaire, c'est un gros bateau à rame, c'est-à-dire que c'est une trième, si vous voulez. Si il y a assez de discipline dans le groupe pour ramer dans le même sens, à ce moment-là, on peut le faire filer sur l'eau. Et on peut aller éventuellement même contre le gouvernement, faire avancer des choses au sein du Parlement. Le groupe majoritaire, potentiellement, a un pouvoir gigantesque. En revanche, si tout le monde rame dans un sens inverse, à ce moment-là, normalement, le bateau coule. Moi, j'attends qu'on trouve la salle de réunion de 400 personnes à l'Assemblée nationale pour réunir. On va se retrouver comme dans tous les grands groupes où il y aura des délégués et il y aura une hiérarchie qui se créera dans le groupe. De toute façon, ce qu'ils ne savent pas, la plupart, quand je discute avec eux, c'est dans quelle commission ils vont aller. Ils ne savent pas que ce n'est pas tout à fait eux qui choisissent la commission et que les choses vont se décider dès la semaine prochaine. Et il y en a qui me disent, on en parlera plus tard. Par le président de la République. Exactement. C'est-à-dire choisi alors par le président de la République, je ne suis pas sûr qu'ils descendent à ce détail près. Il a l'air de vouloir descendre dans les détails parce qu'il a quand même vécu une expérience douloureuse et à mon avis dont il tire les leçons. C'est ce que François Hollande lui-même, parlementaire aguerri, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, a connu avec son groupe parlementaire puissant, majoritaire, mais qui s'est divisé et les frondeurs et qu'il a quand même beaucoup contrarié dans la gestion de son quinquennat. Donc je pense que Emmanuel Macron sera très soucieux de regarder qui fait quoi à l'Assemblée pour éviter de connaître les mêmes désagréments, voire... Effectivement, et on va voir aussi comment pourra se concilier finalement deux impératifs qui sont a priori opposés, que veut sans doute incarner lui-même Emmanuel Macron et son gouvernement en rapprochant des gens venus d'horizons très différents, avec LR, gauche, écologie politique, avec Nicolas Hulot, et aussi des acteurs de la société civile au sein du gouvernement. C'est à la fois de répondre à une aspiration de représentation maximale, mais aussi, et c'est sa culture propre par rapport, qui tranche avec celle de François Hollande, c'est celle de la décision et de l'efficacité, en tout cas prétendue telle ou annoncée comme telle. Et donc ce double impératif devra faire, ça fait aussi cette particularité de la fonction présidentielle qu'il veut incarner de manière jupitérienne, tout en ayant plutôt une culture, on va dire, venue de Michel Rocard, par exemple, qui était celle de l'horizontalité, des réseaux qu'incarne le mouvement République En Marche. Donc c'est une sorte de symbiose entre une sorte d'horizontalité démocratique et une volonté centralisatrice, parfois dirigiste. C'est un Jupiter tonnant ou saisi par les et donc la majorité parlementaire va apprendre cette contradiction et voilà. Il y a une chose qui a été dite tout à l'heure, c'est que ces députés, ces futurs députés devront tout à Emmanuel Macron. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. Je crois qu'Emmanuel Macron, j'ai eu la chance d'échanger souvent avec lui parce que c'est quelqu'un qui aime le dialogue en début, en fin d'hémicycle ou dans les réunions, il vous envoie des petits mots. Il a conscience qu'il doit beaucoup aussi à ce mouvement. Alors, peut-être pas aux alliances qu'il a construites, mais la préoccupation des groupes locaux, moi je suis assez étonné dans mon département, des réunions, alors qu'il n'y a pas une grande... Dans les deux sens, vous pensez l'allégeance ? 250, 300 personnes qui sont organisées, qui travaillent, alors qu'ils font de la politique peut-être un peu différemment, etc. Tout ça, ça existe. Et il va avoir besoin de ces gens-là, parce que c'est très facile à un moment, quand vous avez une majorité large, on verra dans un an, ou dans 2 ans, dans quelle situation, politiquement, dans l'opinion, le président et son gouvernement se trouvera. Donc il a intérêt quand même à soigner les gens qui ont fait son succès. Benjamin Morel. Y ceux qui ont fait des élus parlementaires. Et on arrive au terme de ce débat, Benjamin Morel. Alors oui, mais en même temps, c'est vrai que cette majorité, elle va être difficile à tenir pour plusieurs raisons. D'abord, en effet, parce que ce sont des novices qui n'ont pas forcément l'habitude de la discipline partisane. Parce que ce sont des novices qui, ne vont pas rechercher, comme je le disais tout à l'heure, une investiture pour la prochaine élection. Certains sans doute, peut-être pas tous. Enfin, quand vous avez une large majorité, c'est très bien, ça vous donne une grande assise. En même temps, ça déresponsabilise. Vous pouvez lâcher le gouvernement sur tel ou tel sujet. Et donc, résultat, il y a un danger qu'il y ait une forme d'éparpillement qui se crée. Ensuite, encore une fois, ce qui va jouer, à mon avis, c'est la fin du cumul des mandats. Et ces parlementaires qui vont végéter ici s'ils n'ont pas de réelle capacité d'influer
la législation, le débat public, etc. Et on peut penser l'inverse quand même. Oui, alors j'espère. Moi, pour tous ces nouveaux députés, je leur conseille de lire de mon ami Fautorino. On fait un petit peu de publicité, vous avez raison, Denis Jean-Marc. Non, on peut penser le contraire parce qu'il y a aussi l'enjeu de responsabilité des acteurs qui sont peut-être novices, mais qui dit novice ne veut pas dire absence de sens de la responsabilité, voire le contraire. Ce ne sont pas des gens qui sont forcément désabusés par 10, 15, 20 ans de carrière politique. Et donc il peut y avoir aussi l'idée de réussir. Alors peut-être pas dans... Il y a la volonté de réussir, mais il y a la volonté d'agir. Est-ce que le gouvernement va laisser la place à ces parlementaires d'agir? Et s'il ne leur laisse pas la place, enfin une majorité frustrée, de Thermidor à François Hollande, on a vu que c'était une majorité qui n'était pas forcément la plus docile. Et donc, il y a un danger. Ça sera le mot de la fin, Benjamin Morel. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.